Bonjour, bienvenue dans Les Conversations, ce nouveau format d'échange avec les acteurs qui font l'hôtellerie, la restauration et le tourisme d'aujourd'hui et surtout de demain, qui est organisé par Singularité HFT et le magazine Hotel Lodge. Chaque jeudi à 18h, 30 minutes de conversation pour partager et donner les clés concrètes pour sortir de la crise et construire une économie touristique résiliente, prospère et à impact positif. Je suis Laurent Beaulieu, le fondateur de Singularité HFT, et pour ce 23e opus, j'ai la joie d'être en compagnie d'Arnold Ouvrant, qui est directeur général d'Ancassa Consult, et de Yvan Lecane de BTP Consulting. Arnold, Yvon, soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté de participer à cette série de conversations. Et pour consacrer au rituel de ces conversations, ma première question sera: comment allez-vous, vous, vos familles et vos équipes depuis ce déconfinement? Merci à toi, Laurent. Moi, donc, toute ma famille va bien, les collaborateurs vont bien, les partenaires, tout l'ensemble du réseau va bien et reprend les activités avec le déconfinement. Parfait. Toi, Yvon, tu es basé où exactement? Rappelle-nous. Moi, je suis basé à Bruxelles. Basé à Bruxelles. Et du coup, Arnold, toi, le contexte est différent, je crois, puisque tu es Alors, moi, basé au à Maroc. Casablanca, au Maroc, exactement, un peu plus au soleil. Et ça s'est pas trop mal passé. Je crois que le Maroc, ça n'est pas trop mal sorti. On est encore un peu bloqué dans les frontières, mais tout le monde va très bien. Je te remercie. Parfait. Ben, merci à nouveau de participer à cette conversation. C'est un petit pas de côté avec la façon dont nous procédons habituellement. Vous êtes tous les deux des passionnés d'hôtellerie, des experts, mais dans un registre un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, puisque vous êtes dans le art, dans la construction, dans la partie technique, dans tout ce qui fait en fait que la machine fonctionne. Et peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter l'un et l'autre? Je sais que vous avez des expériences incroyables, peut-être en capitalisant sur les choses importantes que vous avez faites à l'international, de façon à ce que les gens situent l'ampleur de votre expérience sur le sujet. Bon, moi j'ai commencé dans la. Je n'ai pas une formation hôtelière à l'origine, j'ai une formation marine marchande. Et j'ai commencé dans l'hôtellerie dans les années 90 avec le groupe Méridien. Mon premier poste a été au Méridien Étoile. Et j'ai très vite, je me suis dirigé très vite vers l'expatriation. Et j'ai commencé donc de l'expatriation pendant presque 15 ans pour le groupe Méridien sur différents postes en Afrique. Et j'ai occupé des postes de responsabilité d'hôtel en directeur technique et après ça en directeur technique régional. De même avec Starwood jusqu'en 2012 où j'ai donc décidé de rentrer en Europe pour, euh, pour la famille, c'était plus intéressant. Et donc, une fois rentré en Europe, j'ai été contacté par Radisson, où j'ai aussi eu des responsabilités régionales et après ça au niveau du groupe pour des responsabilités au niveau engineering pour l'Europe, l'Afrique et le Middle East. Donc, Et modestement, le patron technique du groupe Radisson pour une pour petite tout ce qui est région avec engineering, voilà, tout ce qui est le hard pour l'Europe, l'Afrique et le Middle East, quelques centaines d'hôtels, si je ne me trompe pas. 350. Voilà, juste pour voilà. Voilà. Petit Et, poste. voilà. Et après, donc, l'année dernière, j'ai décidé donc de créer ma société. J'avais envie de faire l'entrepreneuriat et je me suis donc installé en Belgique. J'ai créé ma société en Belgique et je travaille avec des groupes hôteliers et avec des investisseurs, des investisseurs sur des projets d'hôtels neufs ou des conversions. Et aussi, je travaille beaucoup dans tout ce qui est efficacité énergétique, des projets d'efficacité énergétique, des audits de la mise en place de projets de CAPEX, et aussi dans le financement de photovoltaïque, système, tout ça plus orienté vers l'export, notamment l'Afrique. Mais j'ai quand même aussi pas mal d'activités sur l'Europe, en France aussi, notamment, par exemple, le prochain Radisson Collection La Défense. Donc, en fait, tu as transposé ton métier d'exercer chez Radisson pour le compte de tiers. Donc, tu fais exactement le Exactement, même métier, mais du coup, pour je dirais, des sujets exactement. et des environnements plus variés. Très, Voilà. très clair. Puis, on reviendra sur le sujet je sais qu'il était cher de la partie
énergétique et éco-responsable, parce qu'il y a un vrai tout à sujet. fait. Arnold, tu peux nous parler aussi de ton parcours qui, je sais, alors est aussi extrêmement long. Oui, je suis Je crois français qu'il est… d'origine, malgré que mon nom semble être d'autre d'ailleurs. J'ai passé le bac en France. Après le bac, j'ai fait une école hôtelière en France, à l'Institut Vatel, à Nîmes, dans le sud de la France. Puis j'ai quitté la France pour finir mes études en Suisse et aux États-Unis. En Suisse, à l'école hôtelière de Lausanne pendant 4 ans. Et aux États-Unis, au travers de l'ARMA, American Hotel and Motel Association, et un certificat de Cornell également à New York. Et pendant mes études, j'ai voulu me spécialiser dans la planification hôtelière, pas simplement savoir gérer des hôtels, mais également planifier des projets touristiques en général. Après un petit retour en France juste pour le service militaire, j'ai commencé ma carrière dans l'opération en Afrique, en Égypte. Et puis, j'ai été mentoré par un des anciens professeurs d'école de Lausanne qui créait son groupe. Et j'ai travaillé pour plusieurs groupes hôteliers à faire l'assistance technique, ce qu'on appelle l'assistance technique, pendant les phases d'exécution d'études et d'exécution des projets pour les grands groupes qui sont toujours existants, comme Movenpick, Hilton, Xinjiang en Chine, qui m'a porté sur 4 continents. Retour par la suite en Afrique, où j'ai connu mon épouse égyptienne. Et puis, je suis allé sur Dubaï avec Hyatt International en 2001, où j'ai passé 10 ans sur Dubaï, avec Hyatt d'abord, et puis ensuite avec Carlson Residor, où j'ai rejoint Yvon, qui était également chez Radisson. J'ai dirigé le bureau technique de Dubaï pour le Moyen-Orient. Et puis après, j'ai ouvert en 2010 avec le groupe le bureau au Cap, en Afrique du Sud, pour l'Afrique. Et en 2014, j'ai rejoint un petit groupe qui était créé par une famille française qui s'appelle Onomo, qui a une vingtaine d'hôtels maintenant en opération en Afrique. Et on a créé une marque 3 étoiles avec une nouvelle modélisation à la norme française et anglaise. Et puis j'ai finalement, une fois que la mission était finie l'année dernière, j'ai monté en début d'année cette année ma société de consulting qui s'appelle Ancasa Consult, qui est spécialisée dans la planification de projets hôteliers ou résidentiels. Et également, on a fait ensemble avec Yvon et 11 autres experts, on a fait un forum au mois de mars qui s'appelle Hospitality Forum, qui est maintenant également disponible et qui commence à bien démarrer, je dirais. Bien. On voit un parcours de débutant, donc Ouais, on peut dire ça. Non, ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les conversations qu'on a eues, on a eu plutôt des gens qui étaient du côté des opérations ou des investisseurs. Et donc là, vous venez compléter ces conversations en offrant un angle sur la partie construction et la façon dont aujourd'hui le design, la façon de construire, de penser les hôtels et les infrastructures peut évoluer. Donc merci pour ce point. Aujourd'hui, vous intervenez, vous, pour des opérateurs hôteliers privés, pour des groupes, des investisseurs. Vous opérez sur plusieurs marchés. Donc, c'est intéressant parce que vous avez un point de vue qui est beaucoup plus large que le franco-français. Qu'est-ce que la crise du Covid, qui a été une violence vraiment inouïe pour ce secteur du tourisme, a engendré pour vous? Est-ce que vous avez, comment vous avez géré ça, l'arrêt? Comment vous avez éventuellement piloté les chantiers s'ils étaient maintenus ou évolués? Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de fonctionner aujourd'hui, puisque vous êtes, vous, à la tête d'équipes qui sont soit directement sous vos ordres, soit auprès de tiers, mais du coup, il y a une vraie logistique derrière. Bah pour nous, au niveau communication, il a été, comme tout le monde, je pense, on a utilisé beaucoup de vidéoconférences, beaucoup de contacts téléphoniques, et on continue actuellement à le faire parce que dans notre activité export, on est limité, on ne peut pas voyager, il y a des restrictions de voyage, donc il est impossible pour nous actuellement de nous rendre sur des chantiers ou d'avoir des rendez-vous avec des compagnies propriétaires pour discuter de futurs projets. Donc notre communication a été très importante vis-à-vis avec des visioconférences, mais ça nous a permis aussi de mettre en place donc le H-Forum, de se remettre en question, de revoir aussi un peu notre métier, nos offres de services, notamment de tout ce qui est formation, mentoring dans le domaine technique, qui est aussi un peu qui est un besoin, et c'est l'avenir aussi sur le continent, sur les différents continents.
D'accord. Et Arnold, de ton côté, puisque je sais que vous travaillez ensemble, mais que vous avez aussi des chantiers, des dossiers différents, est-ce qu'il y a eu des variantes par rapport à ça? Oui, je pense qu'on s'est adapté. Il y a eu beaucoup plus d'échanges. Je pense que la plupart des gens, l'avantage, c'est qu'ils étaient disponibles. On a pu avoir Ouais. énormément de temps d'analyse, de temps de réflexion, avec beaucoup plus d'humilité, je dirais, beaucoup plus de modestie que ce qui pouvait se dire auparavant. Et ça a eu du positif par rapport à ça. Et une surprise, je pense qu'Yvon, on avait tous les deux été un peu surpris de voir quand même l'engouement, l'enthousiasme qui persistait, surtout dans les pays émergents. Les investisseurs qui sont toujours là et qui sont prêts à redémarrer le plus tôt possible. Donc on reste dans une dynamique, donc on est sur une crise compliquée pour le secteur, mais j'entends du coup que vous avez pris du temps pour repenser certaines choses que vous mettiez en œuvre, ajuster vos projets qui continuaient avec le concours de vos clients et en tout cas des investisseurs. Euh, Selon vous, quelles sont les incidences de cette crise à moyen et à court terme? Parce que le chantier étant déjà lancé, on ne va pas l'arrêter pour le repenser. Pour autant, sur les projets que vous avez, qu'est-ce qui va se passer à moyen et à long terme? Qu'est-ce que vous voyez comme éléments, qu'est-ce que vous aviez déjà anticipé sur les grands projets qui peuvent du coup venir impacter votre façon de concevoir les hôtels ou de les construire, que ce soit en termes d'économie d'énergie, l'utilisation des ressources, des espaces, les protocoles sanitaires. Voilà, j'imagine qu'il y a du coup beaucoup de choses qui sont impactées ou en tout cas que vous avez réanalysées. Oui, je pense qu'il y a d'abord trois tendances principales, Laurent. Il faudrait peut-être d'abord souligner et après plus en détail. Il y a énormément de choses qui ont été discutées et qui vont certainement être perçues différemment. Mais la première tendance, je pense qu'il y a un tourisme qui est plus local. D'ailleurs, Oui. on le constate actuellement, hein, que c'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays du monde. Donc, les gens réapprennent à voyager en local avec des moyens de transport un peu différents. Pour ce qui est de l'aérien, on pense qu'il y aura une tendance à plutôt réserver sur des hôtels d'aéroport. Les hôtels d'aéroport vont prendre de l'importance. On prend l'importance non seulement dans les réservations, mais également dans la conceptualisation des hôtels. Il va falloir qu'ils soient améliorés. Très souvent, un hôtel d'aéroport, c'est un hôtel où on n'était pas très confortable, où on n'avait pas tout ce qu'il nous fallait. Je pense qu'il va y avoir une évaluation du dossier et une planification du cahier des charges qui va être un peu différent sur les hôtels d'aéroport. Les gens vont essayer d'éviter les transports publics, essayer d'éviter les taxis, notamment en Afrique, essayer d'éviter les opportunités de contact et de risque. Donc ça, c'est la première tendance. Après, il y a sur le plan plutôt contractuel avec les opérateurs, il y a une remise en question sérieuse des types de contrats de gestion. Il y a les contrats de management qui sont en concurrence maintenant forte avec la franchise. La période asset light a été remise en question par beaucoup d'investisseurs. Et puis, il y a une incidence bien sûr financière qui est énorme. On ne peut pas ne pas en parler. Avec des business plans qui sont repoussés, et des calendriers retardés, et on est dans le sillage de l'aérien. Ça, c'est les trois tendances, je dirais, principales, Laurent. Donc ça, c'est des éléments de contexte. Donc ce que tu dis, c'est que évidemment la crise change la façon d'appréhender la réalité de marché du tourisme, donc plus local, des logiques de repenser les hôtels. On va utiliser d'aéroports, mais du coup, j'imagine que ça a un impact sur les autres catégories d'hôtels aussi, où chacun va devoir repenser son offre, effectivement. Et puis, du coup, un changement de la relation contractuelle entre les investisseurs et les opérateurs, que ce soit sur la notion des contrats ou les méthodes qui sont mises en œuvre. Très intéressant. Est-ce que du coup, ça a des conséquences, ça? Oui, bien sûr. Sur la partie, je vais peut-être parler de la partie opérationnelle et après, Ouais, on parlera de la partie environnementale ou techniquement. bien La sûr. partie opérationnelle, bon, il y a la partie sanitaire, bien sûr. Les clients seront extrêmement exigeants. Ils ont tout à fait raison sur la partie sanitaire. L'hygiène, surtout en Afrique, l'inquiétude est encore plus grande qu'en Europe. Donc là-dessus, c'est une évidence. Et il y a une organisation qui est bien protocolaire et suivie. Je pense que ça sera respecté. Il y a techniquement par rapport à ça, peut-être qu'ils vont en parler, il y a l'utilisation de senseurs beaucoup plus qu'avant. Les gens ne veulent plus toucher, c'est possible une poignée ou un interrupteur. Il va falloir des systèmes plus contrôlés par l'intelligence artificielle, que ce soit même les ascenseurs à l'avenir, pas simplement la chambre d'hôtel. Il y aura un changement certainement dans les types de meetings également, dans les salles de meeting, quelque chose de moins rigide, quelque chose de plus ludique, quelque chose de plus intéressant avec un système de post-café également peut-être un peu différent, moins de buffets.
plus à la carte ou des zones plus séparées, plus isolées pour les postes café, en utilisant toujours plus également les zones extérieures, si possible les terrasses, les rooftops. Hein, tout ce qui est rooftop prend un essor. C'était déjà vrai avant, mais ça va être encore plus vrai, je pense, à l'avenir, avec une densité moindre dans l'assise. Il va y avoir probablement également un changement sérieux dans la planification d'une chambre d'hôtel. On pensait encore récemment que le coin bureau allait peut-être disparaître, alors que maintenant les gens se disent que tiens, c'est quand même sympa de pouvoir être isolé, de travailler dans ma chambre. Et donc, le study, comme on dit, hein, le coin bureau dans une chambre d'hôtel va être réétudié d'un point de vue, je pense, ergonomique. C'est déjà le cas. Les fenêtres ouvrantes, là aussi, pour la ventilation naturelle, je crois que ça va devenir maintenant une demande pressante. Des matériaux qui respectent l'environnement, ça c'était déjà le cas. Peut-être que Yvon va être plus clair là-dessus. La disparition, je pense petit à petit, des moquettes. Le vinyle est quelque chose qui est revenu fort avec une qualité exceptionnelle. Donc, pour beaucoup de raisons, le vinyle revient. Simplification des systèmes. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, en effet, les commandes électroniques et autres, mais il faut que ce soit utilisable par tous et toutes les générations, pas simplement les milléniums. Les artefacts, tout ce qui est coussins ou petits objets que les gens n'aiment pas trop toucher ou qui sont inquiets, mais en plus sanitaires, vont certainement être réduits au minimum. Et puis, d'un point de vue plus général, on pense que le concept de résidence ou d'appart-hôtel va revenir fort. On voit de plus en plus de combos déjà, hôtels qui ont une partie résidence, soit certains appartements dans l'hôtel ou un corps de bâtiment qui est plutôt une résidence. Voilà, donc voilà, je dirais. Et puis aussi, d'un point de vue de la réservation, on pense que de la même manière que dans l'aérien, Laurent, où les gens peuvent réserver non seulement une chambre dans un hôtel, mais comme dans un avion, une place à l'intérieur d'un avion, les gens vont vouloir certainement assigner une chambre qu'ils connaissent peut-être, où ils sont déjà restés dans un hôtel. Et ça va être encore une évolution d'un point de vue de la profondeur de réservation. Dans tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'on vient de transformer l'industrie hôtelière, là, d'un coup. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a des choses qui étaient préexistantes, des préoccupations que tu as évoquées sur la configuration des buffets, sur l'utilisation des extérieurs, la volonté d'être à l'air libre, d'être moins dans des salles sans lumière au fond, troisième sous-sol de l'hôtel parce que c'était facile à occuper. Je pense qu'effectivement, cette crise met le doigt et va accélérer les mutations qui étaient fortement attendues, où finalement, on était dans une analyse très fonctionnelle et on ne répondait pas nécessairement à d'autres composants que tu as besoin d'une table et des chaises. Finalement, pour faire une bonne réunion, il ne faut pas juste des tables et des chaises, il faut peut-être un bon environnement, une bonne vue, une bonne pause, de l'espace. Voilà, effectivement. Et donc, je trouve ça très intéressant de voir que cette crise aura cristallisé ça et que vous, avec votre vision de constructeur, avec autant de marchés concernés, ça soit une tendance. Je trouve ça intéressant. Sur les aspects sanitaires, je trouve ça aussi rassurant d'une certaine façon. On sait que l'hôtellerie a ses contraintes avant le Covid, avec toutes les contraintes de nettoyage, mais du coup, je trouve ça intéressant de se dire qu'on va pouvoir réinventer des choses, en fait, c'est ça. Parce que je pensais qu'on allait enlever. Effectivement, tu parlais du bureau, probablement une chambre demain ressemblera moins à une cabine de bateau et peut-être plus à un appartement protéiforme où on peut effectivement y dormir, y manger, y travailler parce que la vie va être comme ça demain et un peu plus itinérante. Et puis sur la réservation, oui, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, très intéressant. Yvon, de ton côté, tu voyais Moi, je vois beaucoup de changements au niveau de tout ce qui est environnemental, tout ce qui est le responsible business. Et le vrai, pas le coup de peinture. Pas le coup de peinture, mais dans la conception donc, des bâtiments. Donc, il y a des certifications qui sont en place, hein, qui sont BREEAM, qui sont LEED, qui sont HQE en France, EDGE en Afrique, qui était une certification qui n'est pas très connue, mais qui est une certification qui est en train de prendre beaucoup d'importance en Afrique. Ça a été financé par la Banque mondiale et c'est un outil simple qui permet en fait de mesurer rapidement les gains que l'on peut faire, soit à la construction ou durant la rénovation d'un hôtel. C'est une vraie logique, ces certifications ont une vraie logique, j'imagine, d'un point de vue économique pour les investisseurs, en termes de durabilité et de coût d'opération. Mais du coup, d'un point de vue bénéfice planète, puisque tu l'opères, toi, tu vois
la portée que ça a, vraiment, tu dis quoi? Tout à fait, tout à fait. On a des réductions là, au niveau de l'énergie de façon simple. Un immeuble qui est classifié H, par exemple, doit au moins à un saving d'au moins 30%, 20 à 30% de l'énergie d'un bâtiment normal. Donc, ça a un impact direct et ça a un impact aussi direct sur le cycle de vie du bâtiment. Complètement. Parce que donc, on parle toujours projet. Bon, le coût d'un projet, c'est beaucoup d'argent toujours, mais on oublie très souvent le coût sur le cycle de vie de 50 ans d'un bâtiment. Complètement. Donc, en fait, tu sais, le coût d'un bâtiment est uniquement 20% du coût global sur 50 ans. Complètement. Donc, on a quand même beaucoup d'intérêt à aller vers cette certification. On va aussi, je pense, beaucoup digitaliser. C'est-à-dire que actuellement, il y a une révolution avec tout ce qui est IoT, les Internet of the Things, Oui. qui vont se développer, qui vont permettre de faire de la prédiction de maintenance, par exemple. Je sais que nos amis de chez Otis et de chez Kone au niveau des ascenseurs sont très en avance sur ce genre de plan, pouvoir améliorer leur maintenance et d'avoir une satisfaction client plus importante et réduire leurs coûts, c'est clair. Et aussi, donc il y a aussi donc sur les bâtiments existants, il faut ne pas oublier l'humain. On opère un hôtel, derrière on a des machines, mais on a aussi des gens qui opèrent ces machines. Et ces machines, on doit les gérer de manière efficace. Et on fait aussi beaucoup d'audits collaboratifs qui permettent d'améliorer l'opération et de faire des réductions d'énergie de 3 à 4% sans faire aucun investissement CAPEX. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que globalement, aujourd'hui, du coup, on construit de façon plus intelligente des bâtiments pour qu'ils aient une moindre consommation d'énergie ou d'autres éléments, que du coup, c'est valable à la mise en œuvre et pour la durée de vie. Donc, on prend l'exemple des 50 ans, donc c'est la première conception. Donc là, je vois bien qu'il y a un intérêt économique, puis il y a un intérêt pour la planète, puisque du coup, on est quand même en train de penser à dans 50 ans, finalement. Et puis, il y a la partie que tu évoques sur la gestion digitale. Alors, on dit que le digital, c'est super et que ça consomme aussi beaucoup d'énergie, mais là, du coup, ce que tu mets en avant, c'est que ça permet de réduire les déplacements, les interventions. Donc, tout à fait. Par impact, ça a donc moins d'impact de déplacement, de devoir envoyer quelqu'un pour changer un boulon alors qu'on peut le faire à distance. Je caricature bien évidemment, mais donc là, l'intelligence artificielle est mise au service pour que du coup l'humain soit plus valorisé. Donc, j'imagine plus valorisé et qui soit plus, qui ait plus une valeur ajoutée de l'humain, que l'humain soit plus près du client, qu'il soit plus près de son core business. Donc, vraiment, on se débarrasse des tâches, j'allais dire sans valeur ajoutée, en tout cas pour lesquelles répétitives. Et on remet des ressources en face du client pour qu'il passe un bon séjour. Et c'est la même chose avec le comptage. Le comptage est aussi un gros sujet dans nos hôtels. Parce que si on ne compte pas de façon logique et de façon structurée, on n'arrive pas à détecter les sources de saving. Donc ça, c'est aussi des points importants qui sont mis en place actuellement. C'est très intéressant. On travaillait avec une société qui s'appelle Exco qui fait de l'analyse de données aussi, et du coup qui a par l'étude de différents sites accueillant du public, pas nécessairement des hôtels, pu faire des optimisations d'espace parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des salles de réunion ou des lieux qui n'étaient absolument pas occupés et d'autres qui étaient suroccupés. Donc ça a effectivement permis d'ajuster ça et donc d'ajuster les consommations d'énergie, donc de réduire in fine les consommations électriques, d'eau, mais aussi de climatisation. Donc c'est pas voilà, il y a des si on ne compte pas, on ne peut pas diriger, on ne peut pas manager. C'est clair. Bon, pour complémenter ce que disait Yvon également sur la partie accréditation environnementale, c'est devenu maintenant un prérequis de toute façon par les investisseurs. Les investisseurs insistent à ce qu'il y ait non seulement une accréditation d'exploitation, mais également sur le produit bâti initial. Parce qu'ils ont pris conscience que ça donne de la valeur justement à l'investissement et au prix de revente potentiel
futur. Donc ça, c'est en effet de plus en plus essentiel maintenant. D'accord. Et du coup, petite question pour ma culture personnelle. Aujourd'hui, bon, j'imagine que c'est plus simple de construire que de faire de la conversion, mais est-ce que du coup, vous avez de plus en plus de demandes de conversion d'établissements qui veulent passer d'un modèle précédent, on va dire, à un modèle plus vertueux? Moi, actuellement, j'ai beaucoup de demandes sur de la conversion Ouais, d'hôtels, de rétrofit ouais, d'installation. Ceci, ça passe donc aussi par le training, de créer des CAPEX, des plans à 3 ans au niveau des CAPEX, ouais. avec d'avoir des ROI inférieurs à 5 ans, 4 ans pour pouvoir rendre ça rentable. Donc ça, on a beaucoup de demandes de ce point de vue-là. Et aussi, on peut aussi fournir des solutions, par exemple photovoltaïques, avec des investissements extérieurs qui permettent aussi donc de diminuer notre empreinte énergétique. Je crois qu'on peut même dire, Yvon, que c'est tel, la demande est telle et le besoin est tel, surtout dans les pays émergents, qu'il va y avoir des sociétés spécialisées pour les conversions. Il va y avoir des sociétés qui Oui, font quasiment que des rénovations ou des conversions, hein, de produits hôteliers. Très intéressant. Donc, le paysage va muter et ça éclaire bien tout ce qui nous a été dit par les opérateurs ou les investisseurs qu'on a reçus précédemment dans la conversation. On sent bien qu'il y avait précédemment au Covid une période de pivot. Bon, ben là, on rentre dans un pivot très concret. Il va y avoir les logiques de bâtiment et de construction. Mais du coup, d'un point de vue opérationnel, vous voyez, vous aussi, des transformations sur l'exploitation? Parce que donc là, on construit, on voit bien qu'il y a des dimensions structurelles, on anticipe. Et une fois que du coup, on opère, il y a des nouvelles attentes, des opérationnels, des directeurs, des équipes, mais aussi des clients qui ont d'autres attentes. Donc, comment aujourd'hui vous voyez ça d'un point de vue opérationnel, vous? Alors, de point de vue opérationnel, pour peut-être réitérer un peu ce que je disais tout à l'heure, bon, il y a Ouais, des attentes un peu différentes sur le type d'hôtel. Il y a des hôtels qui vont prendre plus d'importance qu'avant. oui, On parlait des hôtels d'aéroport tout à l'heure. On parlait de la naissance, je pense, et le renforcement des résidences hôtelières. complètement. Voilà. Euh, il y a un besoin du facteur humain, comme vous le soulignez également dans l'exploitation. Les gens, oui, l'électronique, oui, la possibilité de réserver, mais ça ne veut pas dire que je ne veux voir personne quand j'arrive dans un hôtel. Il faut quand même Citizen M, par exemple, n'a jamais annulé complètement la présence d'au moins une hôtesse qui parle plusieurs langues, qui puisse assister les personnes à l'arrivée ou au départ. On sait également que dans la partie restauration de l'hôtellerie, il va y avoir certainement des changements. On pense que, par exemple, le minibar va revenir en force, l'autonomie d'une chambre d'hôtel, le besoin du room service, hein, le service de room service va être renforcé, peut-être des éléments de cuisine ou de planification des cuisines avec une zone room service mieux étudiée. C'est quelque chose qui va certainement avoir cours très bientôt. C'est Le tech, intéressant. Je suis désolé, je te coupe Arnold, parce que c'est extrêmement intéressant ce point-là. Quand on parle de restauration, quand on a préparé les conversations, tu nous en parlais, c'est qu'il y a vraiment un pivot dans la restauration. Donc, tu dis un renforcement de l'autonomie de la chambre, ce qui va avec ce que tu évoquais précédemment sur le point bureau. Est-ce que finalement, la chambre d'hôtel ne devient pas une sorte de… Tu disais, c'est au croisé des résidences. Donc, finalement, est-ce que ça ne devient pas un peu… Je tire un peu le fil volontairement, le co-living. Est-ce que finalement, on n'a pas une sorte d'hôtellerie hybride dans laquelle on peut rester 1 heure ou 1 an et dans laquelle on va pouvoir dormir, travailler, manger, se faire livrer, faire son sport? Parce que, parce que finalement, voilà, les usages ont changé. oui, tout à fait, c'est exactement ça. On pense que la nouvelle génération, surtout, sera en mesure de rester membre d'une chambre de 24-25 mètres carrés Ouais, pendant plusieurs jours, quasiment, en essayant d'essayer de se sécuriser un petit peu quelque part, ok, et attendra de l'hôtel d'avoir une qualité de service qui soit améliorée pour un service en chambre. ok. Il va y avoir certainement une tendance aussi qu'on avait vu démarrer, mais on pense être renforcée sur la boisson. Alors, on était une génération nous-mêmes de ce qu'on appelle le food and beverage, hein. On pense qu'il va y avoir une inversion de ce process, plutôt du beverage and food, c'est-à-dire on passe un moment ensemble avec un homme d'affaires ou avec un collègue ou un client et on prend un snack plutôt qu'un repas dans un restaurant comme on le faisait auparavant. Donc, les zones de boisson et le service de la boisson est quelque chose, on pense surtout en extérieur, va encore prendre énormément d'essor. Et tu parlais d'utilisation des espaces, mais là, on va se poser des questions sur où est-ce qu'on pourrait pousser peut-être les équipements en toiture haute et faire un espace
avec une vue, avec un peu de ventilation naturelle, profiter du soleil, profiter de la zone extérieure. Ça, c'est des… Et puis la remise en question du buffet, je pense que le buffet seul, ça ne sera plus possible. Il va falloir à la carte imposé, quoi. Il va falloir que les gens puissent ne pas être forcés d'aller au buffet, y compris au petit déjeuner. Il va certainement y avoir les deux options possibles. Donc, room service, petit déjeuner à la carte aussi, et un buffet revu plus simplifié, peut-être avec un service également du buffet un peu mieux, pas forcément être obligé de le faire soi-même avec quelqu'un qui propose de le faire pour nous, même si ce n'est pas facile toujours à faire, surtout dans du 3 étoiles par exemple. Mais il y aura certainement un paradigme dans la restauration hôtelière. C'est intéressant, c'est un point qui a été évoqué aussi dans d'autres conversations. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de revoir certains standards. Parce que le buffet du petit déjeuner avec des montagnes de choses est probablement plus nécessairement ce qu'attendent les clients. Et puis encore plus avec les logiques de circuit court. C'est-à-dire que voilà, avoir les cornflakes industriels alors qu'on pourrait avoir des produits locaux, des fruits frais. Enfin, voilà. Il y a toute cette logique qui vient se croiser. Et effectivement, je pense qu'il y aura une vraie refonte de ces offres-là. Point intéressant aussi, tu m'évoquais le fait qu'on a constaté pendant le Covid que les restaurateurs qui étaient plutôt frileux à livrer leur restauration, donc c'est le cas, on va dire, d'un room service finalement dans un hôtel, mais ça peut aller même un peu plus loin. On a constaté que les restaurateurs, du coup, qui ne pouvaient pas ouvrir, ont trouvé toutes les astuces possibles pour pouvoir, du coup, livrer leur nourriture. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle alternative qui est de faire qu'une cuisine peut servir à envoyer de la restauration, même s'il n'y a pas de restaurant physique. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que demain, dans les réflexions des resorts et des hôtels, il y ait cette logique de dire, tiens, finalement, c'est un nouveau canal de revenus ou une façon de parler de ma marque ou de mon savoir-faire pour livrer en chambre ou à l'extérieur de l'hôtel du beverage et des food. Tout à fait. Je pense qu'il va y avoir deux phénomènes. Il y aura un premier phénomène qui va essayer d'optimiser encore la taille des cuisines dans les hôtels. La norme HACCP risque d'être remise en question ou reformulée différemment. On va penser davantage, comme tu dis, à un service extérieur, que ce soit pour notre restaurant ou que ce soit pour l'extérieur. D'ailleurs, il y avait une autre conversation passionnante que vous aviez organisée pour les dark kitchens, n'est-ce pas? Oui, un hôtel pourrait envisager également essayer de créer une marque virtuelle et vendre un service à l'extérieur de qualité. C'est tout à fait faisable dans l'hôtellerie aussi. C'est très intéressant parce que la discussion avec Jean est portée là-dessus. Lui était sollicité par des hôteliers pour pouvoir utiliser une partie de leur cuisine non utilisée pendant une partie du temps pour pouvoir créer des marques ou se mettre à disposition pour ses offres à lui. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui viendront dedans. Et c'est vrai que c'est un métier à part. On constate bien que faire de la restauration ou de l'hébergement, c'est bien deux métiers différents. Donc, il faut avoir des talents. Tu parlais aussi de toute la partie sportive. Alors, on a vu qu'il y a eu l'époque des salles de sport, des piscines, des spas, des saunas, des hammams, toute la panoplie, les jacuzzis. Ça, c'est, je dirais, la phase 1. Et puis, il y a une phase 2 aujourd'hui qui est plus portée sur le yoga, sur des disciplines nécessitant moins de matériel et étant d'ailleurs plus volontairement à l'extérieur. Comment vous anticipez tout le bien-être finalement physique, psychique des clients? Comment vous l'appréhendez, vous, pour le futur? C'est un peu plus difficile à dire. On pense que les salles de gym qui avaient énormément d'essor risquent d'être un petit peu… avoir une vie un peu plus difficile. Il va falloir être très fort sur la partie sanitaire. Et si les gens ne voient pas quelqu'un dans la salle de gym, puisqu'on avait tendance à éliminer le personnel de la salle de gym qui coûtait cher avec très peu de clients, est-ce qu'il va falloir quand même insister et voir quelqu'un qui nettoie constamment le matériel pour assurer les gens? Je pense que c'est plutôt des espaces extérieurs qui vont être mis en valeur, proposer d'avoir des activités à l'extérieur, proposer des coachs sportifs, ça c'est quelque chose qu'on voit, quelqu'un qui n'est pas simplement là mais quelqu'un qui est proposé d'être booké pour aller faire un footing le matin sur la plage ou dans le quartier, revenir avec vous, et puis voilà, essayer une alternative à la salle de gym, peut-être d'ailleurs un moyen de se faire un revenu d'ailleurs. Mais il y a le coaching, on parle également en terrasse de faire des séances d'aérobic ou autre, avec une certaine distanciation, avec des tapis qui sont nettoyés, qui sont très sanitaires. Voilà. Mais
on en a moins parlé que je dirais que la partie restauration, mais il va y avoir une évolution là-dessus certainement, notamment avec, je pense, les femmes plus que les hommes d'ailleurs, qui sont très inquiètes de ça. Alors, on voit une vraie. On a vu pendant le Covid, enfin, il y avait avant le Covid, mais avec le Covid, ça a explosé tout ce qui était lié au yoga ou au cours à distance, au coaching, avec effectivement moins la volonté d'être dans une salle au troisième sous-sol que plutôt être dehors où effectivement c'est un peu plus agréable. Donc, très intéressant. J'ajouterais, moi, qu'il y a aussi un point important sur ces activités, ou toutes les activités dans les hôtels, que ce soit donc aussi le fitness, c'est tout ce qui est qualité de l'air dans les hôtels aura de plus en plus un impact très important. On s'est rendu compte depuis des années qu'on avait des qualités d'air qui devaient être optimisées. Soit on avait trop de ventilation, soit on n'avait pas assez de ventilation. Je crois que ce genre de points techniques sont aussi des points maintenant très importants dans les développements hôteliers, ou que ce soit aussi dans les conversions ou dans les hôtels en opération. Oui, puis j'entendais bien le sujet aussi que vous évoquiez précédemment, dire qu'on revient aussi à de la ventilation naturelle quand on peut, qu'il y a des extérieurs. Enfin, ok, c'est très clair. Est-ce que, du coup, on en parlait un peu, mais tu le dessinais, si j'ose dire, Arnold, on constate de nouvelles évolutions dans l'hôtellerie. Il y a eu l'évolution avec les modèles hybrides. On a parlé des contrats, ça t'a évoqué, mais je pensais aux produits où aujourd'hui, effectivement, il y a l'hôtel, il y a la résidence. On voit exploser le phénomène du co-living, même s'il existe depuis la nuit des temps avec les auberges de jeunesse et les résidences étudiantes. Mais du coup, il y a un vrai portée. Donc là, c'est un engouement assez incroyable. Quel est votre point de vue sur ce co-living et sur sa compatibilité avec l'hôtellerie? Ou est-ce que finalement, c'est juste le même produit qu'on lui donne des noms différents parce que c'est un segment de clients différent? C'est une bonne question. On va voir l'évolution. Ça dépend du temps, je pense. Si c'est un phénomène qui dure, comme on nous le dit maintenant, il va y avoir peut-être même des hôtels qui vont devenir quasiment des laboratoires hôteliers, avec peut-être même des salles de meeting prévues, avec des systèmes non seulement, comme disait Yvon, de filtration ou de traitement d'air très différents, avec des zones de restauration plus isolées, avec des zones plus extérieures. Je ne sais pas si ça va être possible d'aller si loin. Ça dépendra de comment l'opinion publique réagit par rapport à cette crise. Mais ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, moi j'en suis persuadé. Est-ce que ça va aller plus loin? Je ne sais pas. Mais il y a un besoin, et je crois que c'est important de le souligner peut-être, Laurent, c'est surtout l'authenticité. Les gens veulent se sentir rassurés. Il faut de l'authenticité. Il faut une âme dans un hôtel. C'est plus suffisant de dire on a rationalisé un standard, on a fait quelque chose d'efficace, on a fait quelque chose de sanitaire. Non, il faut également quelque chose qui soit confortable d'un point de vue de l'atmosphère, hein, de l'ambiance. Il faut une âme dans l'hôtel, il faut que le côté humain se reflète. La communication, c'est plus simplement une communication au travers de messages sur des écrans. Il faut que tout l'hôtel soit un message de confort et qui soit sincère et local, autant que possible. C'est intéressant d'entendre des spécialistes de la construction rappeler que finalement tout ça est au service d'humains. Et puis on a les métiers de service, donc on s'attend plus à avoir quelqu'un qui nous accueille avec le sourire qu'un iPad pour faire un check-in et un check-out automatique, même si c'est utile dans plein de contextes. Mais effectivement, je crois que le dénominateur commun, en tout cas de ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on a vu dans les conversations, hein, c'est à quel point les clients se retournaient vers une hôtellerie que je vais qualifier de boutique, de charme, peu importe le nom qu'on lui donne, parce qu'elle avait besoin de renouer avec des contacts humains et puis un peu de sens, un peu de local, là où les grandes infrastructures sont parfois un peu intimidantes, pour ne pas dire un peu déshumanisées parfois. On a beaucoup parlé de sujets responsables ensemble. On a déjà parlé du sujet de la restauration, donc avec ces circuits courts, avec des chefs qui s'approvisionnent plutôt en local, qui vont produire des produits plutôt healthy, donc on est plus éloigné des soucis de remise en température ou en tout cas de production qu'il y a pu avoir à un certain moment, moins de buffet, donc plus de logique à la minute. Qu'est-ce que c'est pour vous le côté responsable d'une façon concrète et comment ça contribue au tourisme? Comment le tourisme et l'hôtellerie finalement vont contribuer au développement économique d'une destination avec cette dimension responsable? Vous
vous qui le voyez dans différents pays, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se traduit? Comment vous le voyez, vous, aujourd'hui et demain? Nous, au niveau des pays émergents, ce que l'on constate, c'est que les gouvernements portent un attachement très soutenu de l'hôtellerie, car l'hôtellerie emploie de la main-d'œuvre. Donc, ça permet de faire du développement humain et, dans des pays donc émergents. Ça permet donc de faire vivre plusieurs familles. Donc, tout ce côté training est très important, moi, je crois, au bout du compte, dans le responsable business, c'est aussi employer les gens. Donc, ça, c'est très important. De manière éthique, tout ce côté donc, éthique aussi est important pour les entreprises. Et après ça, il y a aussi le support sur les pays émergents. Beaucoup d'hôtels aussi maintenant supportent des petits partenaires pour produire localement. Donc, ça permet de créer des filières, par exemple, de production laitière pour les yourts, ce genre de choses. Plutôt que d'importer des yourts qui viennent d'Europe, autant fabriquer les yourts sur place. Ce genre de choses est en train de se mettre en place et se met en place depuis des années, mais ça va s'accélérer. Laurent, l'hôtellerie, c'est un secteur de référence en Afrique. Oui. C'est un vecteur politique même. Beaucoup de ministres ou de chefs d'État soutiennent énormément l'hôtellerie parce qu'au moment des élections, c'est quelque chose que la population apprécie, peut vérifier, et c'est un pôle d'emploi considérable, c'est une référence. Et de plus en plus d'écoles hôtelières, d'ailleurs, européennes, suisses ou autres, se rendent compte de ça et investissent avec des collaborations en Afrique. Ce que vous dites, du coup, en substance, c'est au-delà de je construis avec les bonnes normes, je mets des matériaux sains, production locale, moins d'énergie, j'opère mieux. Le fond du sujet, c'est que finalement, on redonne les clés du tourisme et de l'hôtellerie aux marchés locaux. Donc, on forme les nouvelles générations qui seront des collaborateurs. Donc, on les dote de compétences. Ils pourront rester sur place ou voyager dans le monde entier. Et du coup, donc, c'est intéressant parce que du coup, on revient sur un des points qui fait aussi lacune, qui pose problème en France, c'est la formation des nouvelles générations de collaborateurs dans l'hôtellerie et dans la restauration. Parce que certains sont formés, mais on voit bien qu'il y a un vrai problème de recrutement, un vrai problème de pérennité. Donc le sujet de responsabilité pour vous, c'est on forme, donc on éduque les gens, on les forme et on crée des nouvelles filières économiques pour du coup redéployer en local les circuits courts, que ce soit, comme tu dis, les yaourts, que ce soit l'agriculture, le maraîcher, le design. Tiens, Arnold, est-ce que donc, quand tu construis les artefacts que tu évoquais, vous faites des tapis, vous faites des productions locales? On fait faire, oui. On engage des consultants, si tu veux, qui localement essayent de sourcer un maximum de produits. Ce n'est pas toujours faisable. Il y a des endroits où il y a très peu de disponibilité, mais en tout cas, on essaye de trouver ça sur le continent. C'est ça l'idée. Si ce n'est pas dans le pays, c'est dans la sous-région, comme on dit en Afrique, ou c'est sur le continent. Mais pour revenir à la formation également, ils vont, comme moi, on est tous les deux engagés sur un programme de formation en lien avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la formation pour gérer l'hôtellerie, mais c'est la formation, ce qu'ils vont faire, c'est pour la formation pour justement la maintenance et la bonne planification, la bonne étude d'un projet hôtelier à l'avenir. Voilà, quand on fait une rénovation, il faut le faire comme il faut. Voilà comment il faut le faire. Quand on fait un nouveau projet, comment il faudrait le prévoir sur le plan technique, sur le plan opérationnel et sur le plan environnemental. Et c'est pour ça que le e-learning est un outil extraordinaire pour le continent, et pour les pays émergents, parce que ça demande une connexion, ça ne demande pas de voyage. Au niveau économique, c'est pas cher, ça coûte pas cher. Il y a plein d'avantages pour pouvoir former les gens de façon simple et efficace. Parfait. J'imagine que tout ça, c'est des sujets donc, fascinants. Mais vous travaillez aussi, vous, sur la prospective, puisque ce que vous construisez, ce que vous imaginez maintenant va être construit dans 1, 2, 3 ans et va vivre pour les 50 prochaines années. Du coup, c'est quoi la prospective pour vous? L'hôtellerie de demain, l'hospitalité de demain, au sens général, c'est quoi dans 50 ans? Parce que finalement, c'est ce que vous êtes en train de dessiner aujourd'hui. Ça sera une hôtellerie locale, responsable, avec un impact environnemental faible qui va tendre, des bâtiments positifs. On va y arriver aussi. Ce sont
des solutions techniques. La technique va suivre. La technique a toujours suivi. Maintenant, c'est les comportements, l'humain toujours. On revient toujours à l'humain. L'humain doit évoluer et tout ça, c'est la formation, la promotion, tous ces outils font que ça va faire développer notre hôtellerie et revoir notre hôtellerie. Après ça, au niveau de la clientèle va évoluer avec, comme ça évolue depuis toujours au niveau de la clientèle va suivre le temps. Logique. Arnold, c'est quoi ton point de vue? Oui, bah, bien sûr, je souligne complètement ce qu'a dit Yvon, mais en plus, je pense que l'hôtellerie va gagner en réputation, notamment en Europe. Je pense que l'hôtellerie, c'était un secteur qui était un petit peu sous-estimé, secteur où on mettait un peu ses enfants dans l'hôtellerie quand ils n'avaient pas toujours les meilleures notes de la classe. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Les gens se rendent compte que c'est quand même, d'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les Français devraient applaudir à 20 heures pour les hôteliers et non plus pour les gens du secteur médical seulement. Et je pense qu'ils se rendent compte que c'est un secteur où quand même les gens en sortent et sont extrêmement agiles. Et l'agilité est une force de demain. La plupart des gens qui embauchent des diplômés d'école hôtelière se rendent compte que ces gens sont multifacettes et extrêmement performants. C'est des gens qui travaillent, qui ne se plaignent pas. C'est des gens qui sont généralement une intelligence pratique des choses, pragmatique. Donc nous, avec Yvon, en tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille et on essaye d'être empirique et pragmatique dans la façon dont on enseigne avec du mentorat. Le mentorat est quelque chose qui est très fort dans l'hôtellerie, Ouais. qui est un peu sous-estimé en France, très mis en valeur dans le monde anglo-saxon. Et là aussi, moi, j'y crois et j'espère qu'à l'avenir, c'est quelque chose que la France devra remettre, comme l'apprentissage auparavant, on n'a rien inventé, mais il faut remettre cet apprentissage du mentorat au service du secteur hôtelier. C'est intéressant parce que du coup, si je fais un parallèle, c'est un peu ce qui s'est passé dans la cuisine, qui était un peu la voie de garage. Donc, il y a eu là, ces 10 ans où les chefs sont devenus des icônes, des stars. Donc, la restauration est devenue l'endroit où tout le monde voulait aller. Et on sent un peu le même phénomène sur l'hôtellerie au sens général, puisque du coup, hôtellerie, on va dire hospitalité. Donc, c'est intéressant de voir que c'est un secteur où il y a un vrai savoir-faire français, européen. Il y a des potentialités sans limite, quasiment. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le pivot. Que je pense qu'il y a eu une époque industrielle très normée où chaque segment de client allait dans une marque. Vous voyez à quoi je dois faire référence. Une certaine marque bien connue en France. Et on voit aujourd'hui fleurir plein de formes d'hospitalité. Donc, il y a aussi ça qui est intéressant, comme ça s'est passé dans la cuisine. C'est cette capacité créative et du coup de proposer plein de façons de l'opérer. Donc, je trouve ça assez intéressant. Oui. Donc, plus les jeunes seront formés, plus ils seront capables d'inventer de nouvelles choses et donc de sortir des carcans déjà bien établis, comme c'était le cas dans la cuisine. Bon. Plus on aura de propositions nouvelles. Oui. C'est ce qui s'est passé dans la conversation. On a reçu tellement de gens différents. On voit bien qu'il y a plein d'hôtelleries au sens, voilà, comme dans la restauration. Jean Belfort, qui est l'ancien, qui opère des restaurants normaux et qui a ouvert ses dark kitchens. Enfin, bon, voilà. Je dirais que c'est. Et il y a beaucoup de gens qui viennent aussi en dehors du service de l'hôtellerie, qui viennent dans l'hôtellerie. Et ça, je crois que ça apporte beaucoup en termes d'œil neuf. C'est très juste. Je pense que c'est le dénominateur commun des innovateurs. Et c'était un peu le point d'introduction des conversations avec Jean-Philippe Cartier, qui lui a fait les hôtels comme il aurait aimé qu'ils soient conçus pour lui. Donc, du coup, il a inventé son hôtellerie. C'est bien, c'est différent en tout cas. On arrive bientôt au terme de cette conversation. Arnold et Yvon, merci pour le partage de tous ces grands pivots et éléments. On a bien compris que vous étiez avec une vision extrêmement panoramique sur plein de marchés. Vous étiez plutôt sur la partie construction et technique, mais que pour autant, vous avez une conscience aiguë de ce qu'était la partie opérationnelle. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs? Un, plusieurs, pas, sur comment, voilà, quels conseils vous auriez à donner, vous, chacun d'entre vous, s'ils avaient une chose à retenir de ce que vous pressentez du devenir de l'hospitalité? Moi, je dirais qu'il faut se concentrer sur son métier et aussi de travailler de manière collaborative. Très juste. Pour moi, c'est la clé du succès.
Je pense que c'est le mot qui ressort le plus en 2020, c'est le mot collaboration. Les gens ont pris conscience que seul, on n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même on se connaît. C'est la raison pour laquelle on a créé le forum H-Forum. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les gens ont pris conscience que c'est ensemble que l'on va pouvoir faire face à ces challenges, non seulement économiques, environnementaux et autres. Donc ça, c'est une évidence. Il y a le mot confiance aussi. Les gens vont se faire quand même plus confiance qu'avant, plus sincères qu'avant. Bien sûr, le business reste le business et les gens peuvent être des fois un peu hypocrites. Mais dans les piliers, les fondements de ce que les gens font faire à l'avenir, il y aura de la sincérité. Ce ne seront pas des valeurs sur papier simplement pour dire on a tiqué la boîte. Il va falloir que ça soit prouvé, démontré, pour que les employés aient tous la notion du bon sens de ce qu'ils font. Le sens est nécessaire. Et le client aussi, il faut qu'il trouve du sens dans le design, dans l'expérience qu'il va avoir lors de son séjour. C'est top. C'est intéressant de voir que votre conseil, ce que vous retenez, c'est le sens et l'humain, si je fais court. Tout à fait. Bon. Moi, ça me va bien. Je trouve que c'est éminemment le sens même profond du métier. Quand on vient à la notion d'hospitalité, qu'on va dans les racines de ce que c'était quand même à la base de permettre de recevoir quelqu'un. Donc, c'était pour lui faire du bien. Donc, il y avait cette espèce de don de soi. La restauration, c'est la même chose. À la base, les racines, c'est pour se restaurer, se ressourcer. Donc, on est bien dans des métiers vraiment dédiés à l'autre. Donc, effectivement, le fait que ça ait du sens et que ça soit de l'humain me paraît nécessaire. Tout le reste étant plutôt des outils à disposition. Mais merci pour tout ça. Pour finir sur une note un peu plus légère, c'était un rituel au début de ces conversations, donc on va le garder sur cette fin de saison. Quelles ont été pour toi, Yvon, et puis ensuite toi, Arnold, votre première sortie de déconfinement? Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Moi, ma première sortie de déconfinement, ça a été un retour aux sources en Bretagne, afin de revoir mes racines et de profiter de la région bretonne et aussi d'aller embrasser les siens. Le retour aux sources. Le retour aux sources. Moi, de mon côté, un peu cloîtré ici au Maroc. Je suis sorti jouer au golf avec des amis, se retrouver dans un espace en plein air, prendre un bain dans la mer, les retours aux basics, comme on dit en anglais. Donc la nature, en fait, l'humain et la nature. Tout à fait, les essentiels. Parfait. Ben, écoutez, à nouveau, je tiens à vous remercier tous les deux pour avoir pris le temps de participer à ces conversations, de partager votre vision. Je sais que vous êtes pris avec beaucoup de dossiers, donc merci de ce temps. N'hésitez pas. En ce qui me concerne, moi, je vais remercier le magazine Hôtel & Lodge qui nous a permis de lancer les conversations et donc sans qui nous ne pourrions pas continuer ces opérations. Donc, merci à Jérôme Gruget. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 30 juillet, donc la semaine prochaine, avec Julien Bardet, qui est directeur général du Shangri-La Paris, que j'aurai le plaisir d'interviewer. Et ça sera donc le dernier épisode de la première saison des conversations. Nous ferons après un break pour le mois d'août, mais nous aurons une petite surprise que nous vous réservons la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente journée et soirée à tous et à tous. Arnold et Yvon. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci. Merci Laurent, au revoir. Merci bien.